Pierre, parce que c'est lui, en tant que membre du comité scientifique du Congrès, qui a pensé à moi pour traiter ce sujet. J'avoue que je suis un peu jaloux de Franck, parce que j'aurais préféré traiter le sien. Enfin, moi, je suis plus dans l'ulcère que dans le médical à long terme, et donc l'ulcère avec des choses qui vont vite, plutôt que dans le médical à long terme, mais puisqu'on me demandait de traiter ça, je vais m'efforcer de le faire aussi bien que possible. Donc je vais vous parler du suivi de la kératite superficielle chronique, et tout d'abord, on va essayer de définir ce que c'est qu'une kératite superficielle chronique. Et ça, c'est de façon générale, parce qu'il y a des kératites superficielles chroniques, il y en a plein. Ne serait-ce que ce dont on vient de vous parler, un ulcère cornéen qui traîne, ça devient une kératite superficielle chronique. Donc de façon générale, on va parler des kératites superficielles chroniques qui présentent toutes à peu près les mêmes signes cliniques, qui présentent tous les mêmes éléments de diagnostic, et ça, il y aura peut-être quelques redites, mais je passerai quand il y aura des redites, et qui ont toutes des éléments communs de traitement. Et puis après, nous verrons quelques kératites spécifiques, parce que le problème dont on vous parlait tout à l'heure concernant les ulcères, c'est qu'il y avait une étiologie souvent qui était déterminée. Mais dans certaines kératites, il n'y a pas d'étiologie déterminée, et il y a quelques kératites spécifiques qui sont bien connues, qui sont fondamentalement différentes, puisque va atteindre soit le chien, soit le chat, et que les traitements seront aussi adaptés en fonction de l'étiologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une kératite superficielle chronique? C'est une affection de la cornée qui atteint forcément l'épithélium, qui peut atteindre le stroma antérieur, mais généralement moins du tiers du stroma antérieur. C'est une affection qui, comme son nom l'indique, est chronique, donc quelques mois. On vous a parlé tout à l'heure de 60 jours sur un ulcère chronique. Ce sont des affections qui ont parfois un caractère récidivant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la maladie s'arrête pendant un certain temps et que cycliquement, cette maladie revient. Alors, quels sont les signes cliniques que l'on voit régulièrement, et ce, dans toutes les affections cornéennes? C'est tout d'abord une douleur, cette douleur oculaire qui se manifeste par le clignement de la paupière, par de l'épiphyra, par une photopobie, une rougeur conjonctivale. Ce sont des modifications de la transparence de la cornée. On a insisté ce matin, cet après-midi, sur la nature tout à fait particulière et tout à fait spécifique de cette structure qu'est la cornée, qui a une architecture tout à fait spéciale qui lui permet d'être transparente. Il n'y a que deux organes au niveau du corps qui sont transparents, c'est la cornée et le cristallin. Et la cornée et le cristallin, s'ils sont transparents, la vision est possible. S'ils perdent leur transparence, la vision n'est plus possible. Alors dans un cas, c'est la cataracte, on s'en fiche, c'est pas notre sujet. Dans un autre cas, c'est la kératite chronique. Dans un autre cas, c'est le suivi d'un ulcère cornéen avec ce dont on vous a parlé tout à l'heure, l'édème cornéen, la néovascularisation, la pigmentation, qui vont forcément invalider la vision. Et puis enfin, dans la plupart des cas, on peut avoir des sécrétions, alors sécrétions séreuses dans un premier temps, et puis sécrétions muqueuses, voire mucopurulentes dans un dernier temps. Le diagnostic, on vous en a parlé, mais on va revenir juste quelques instants pour vraiment insister sur l'importance d'un test qui est facile à réaliser, qui ne coûte pas cher, c'est le test de Schirmer. Et je peux vous assurer que ça fait maintenant, je le disais ce matin, 40 ans, avec Marc à l'école vétérinaire d'Alfort, que j'ai commencé à faire de l'ophtalmologie, on voit encore arriver des chiens pour des affections chroniques et qui n'ont jamais eu un test de Schirmer. Alors de grâce, ça vaut 3 francs 6 sous, c'est un examen qui donne des renseignements tout à fait intéressants. Un examen qui est un petit peu plus difficile à réaliser parce qu'il faudrait éventuellement un anesthésiomètre, c'est l'évaluation de la grande sensibilité cornéenne. On peut très bien faire ça avec un petit coton-tige simplement pour savoir si la cornée réagit, c'est-à-dire que le réflexe de clignement est obtenu après un attouchement de la cornée. On a parlé de l'examen des annexes, puisqu'il y a beaucoup d'ulcères qui sont liés à des affections des paupières. Affection des paupières, entropion, affection des paupières telles qu'un cystectopique, distichiasis, trichiasis, etc.
Et puis les collyres d'examen que vous connaissez tous, on a parlé de l'anesthésie locale qu'il faut réserver à l'examen. Et puis on a parlé aussi des collyres colorants, que ce soit la fluorescéine, ça aussi, c'est vraiment un test très très intéressant, et le collyre au rose mygale, qui est un petit peu plus compliqué à avoir traditionnellement dans sa pharmacie. Et puis enfin, un instrument très important, avant que vous n'ayez tous des OCT, vous trouvez quand même facilement maintenant des lampes à fente, que ce soit des lampes à fente portables qui sont bien adaptées à l'usage chez nos carnivores domestiques ou chez les équidés, ou des lampes à fente sur table que vous pouvez acheter pour 3 francs 6 sous dans n'importe quelle vente de matériel médical. Et la lampe à fente, ça permet de visualiser au niveau de la cornée, au niveau des autres structures aussi, mais on est sur la cornée, l'épaisseur de la cornée et la profondeur des lésions cornéennes. De façon générale encore, on va parler d'un traitement des kératites superficielles chroniques, donc traitement étiologique, quand on peut mettre en évidence l'agent causal, et puis enfin un traitement symptomatique quand on ne peut pas en mettre un en évidence, qui consiste d'une part à humidifier, lubrifier la cornée avec des larmes artificielles, avec des carbomères, avec de l'acide hyaluronique, l'atropine, dont le rôle au niveau de la douleur est bien connu, l'utilisation d'anti-infectieux, parce que dans les kératites chroniques, il y a forcément des contaminations, que ces contaminations soient bactériennes ou ces contaminations soient virales, avec l'utilisation donc soit d'antibiotiques, soit d'antiviraux, soit éventuellement d'interférons. Et puis, compte tenu du caractère inflammatoire de l'affection concernant cette cornée qui est atteinte par une inflammation chronique, l'utilisation des corticoïdes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'utilisation des immunomodulateurs, qui sont la cyclosporine A et le tacrolimus. À ce propos, je pense que Marc nous reprendra, parce que Franck écrit cyclosporine avec un I, et moi je mets cyclosporine avec un Y. Je ne sais pas lequel des deux a raison. Venons-en maintenant à quelques kératites spécifiques. Vous les connaissez tous. Elles ont des aspects fondamentalement différents. Elles sont fréquentes, mais parfois de moins en moins fréquentes. Quelques-unes sont rares, et quelquefois de plus en plus rares. Alors une maladie que vous connaissez tous, qui s'appelle le pannus en anglais, qu'on appelle la cupératite superficielle chronique, entre guillemets, du berger allemand, parce que c'est chez le berger allemand que l'on a connu ça en premier. Et je me souviens d'une époque où on en voyait tout le temps. On en voyait tout le temps parce que c'était des maladies qui étaient mal connues. Et lorsque nous étions avec Marc dans les années 80 à la consultation d'ophtalmologie de l'école vétérinaire d'Alfort, j'opérais un cas par semaine de kératite pigmentaire du berger allemand. On appelait ça comme ça à l'époque. Maintenant, j'en suis plutôt à un cas par an, allez, 2 peut-être. Ce qui fait qu'on connaît mieux la maladie, on la traite mieux médicalement, on connaît, et puis il y a moins de bergers allemands aussi. Alors dans cette maladie, on distingue 3 stades. Le stade 1 où on a simplement une lésion vascularisée qui, en principe, est une lésion qui survient sur le cadran temporal. Un stade 2 où le réseau vasculaire devient plus important et il y a, à la suite de la migration des vaisseaux, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que les vaisseaux peuvent migrer dans la cornée à la faveur d'un édème cornéen. C'est-à-dire que les couches de collagène du stroma sont très serrées et il n'y a qu'à partir du moment où elles s'écartent que les néovaisseaux peuvent pénétrer à l'intérieur de la cornée. Donc, dans ce cas-là, le deuxième cas, le stade 2, on a un réseau vasculaire qui se développe à la faveur de l'édème cornéen qui est provoqué soit par un déficit de l'épithélium, soit un déficit endothélial, les deux structures ayant pour rôle d'assurer la déturgescence de la cornée de façon à ce que la cornée soit transparente. Et dans ce stade 2, on commence à avoir l'apparition de pigmentation cornéenne liée à la migration de ces mélanocytes qui sont véhiculés par voie sanguine. Et puis enfin, il y a le stade 3, avec une infiltration totale de la cornée par les pigments mélaniques et la perte de vision du globe oculaire de ce berger allemand qui va devoir passer sur le billard pour retrouver une transparence cornéenne.
Alors, berger allemand, quelques images les anciens parlaient de kératite verticillée. Eh bien, dans d'autres races que le berger allemand, on a des kératites superficielles chroniques qui s'accompagnent de pigmentation cornéenne. Et Franck nous a parlé tout à l'heure de ce nom de verticillé que donnaient nos anciens et qu'on peut rencontrer là sur un caniche avec un déterminisme un peu différent de celui du berger allemand, une évolution un petit peu différente, mais des résultats fonctionnels qui sont tout à fait comparables. Alors, chez le berger allemand, on trouve parfois des lésions qui ne commencent pas à l'extérieur, ils commencent par voie interne, et qui sont accompagnées d'autres lésions au niveau oculaire. Ces lésions sont au nombre de deux. La première, c'est l'infiltration lymphoplasmocytaire de la membrane nictitante, et parfois on a un envahissement du canthus médial palpébral par des cellules inflammatoires. Donc l'envahissement peut devenir total et aboutir je vous montre quelques diapositives, je vous dis, on en voit de moins en moins, je ne sais pas si dans l'assistance vous voyez encore beaucoup de bergers allemands, mais je sais qu'en région parisienne, le berger allemand, c'est une race qui n'est vraiment plus à la mode. On voit plus souvent des Chihuahuas et des Yorkshire que des bergers allemands. Alors, cette kératite superficielle chronique, elle va faire appel à différents traitements, donc soit un traitement médical dans un premier temps, en fonction de l'évolution de la maladie. On peut utiliser les corticoïdes. Vraiment, les corticoïdes, c'est quelque chose qui marche très bien, qui a très bien marché, qui continuera à très bien marcher, qui ne coûte pas cher. Et les corticoïdes, on peut les utiliser soit par voie topique, donc collyre pommade, soit par voie sous-conjonctivale, c'est ce qu'on faisait le plus souvent, puis c'est un acte médical valorisant, hein. On parlait tout à l'heure de l'anesthésie, c'était bien de faire l'anesthésie. Faire une sous-conjonctivale, ça impressionne nos clients. Et par voie générale. Et je pense que par voie générale, c'est certainement la voie d'administration des corticoïdes qui fonctionne le mieux. Les immunomodulateurs, et on s'est aperçu que l'association de la cyclosporine avec les corticoïdes avait vraiment un effet très 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 favorable. C'est-à-dire que si on utilise la cyclosporine seule d'un côté, si on utilise les corticoïdes seuls d'un autre côté, on a des résultats inférieurs à si on utilise les deux substances concomitamment. Et puis enfin, le tacrolimus, qui est aussi un immunomodulateur. En ce qui concerne le stade 3, c'est-à-dire à partir du moment où l'opacité cornéenne est totale, à partir du moment où l'envahissement de la cornée, de la couche superficielle de la cornée par les mélaноcytes est total, que l'animal n'a plus de fonction visuelle, il faut avoir recours à un traitement chirurgical ou un traitement radiothérapique. Alors ça, je n'ai aucune expérience. La radiothérapie avec le strontium 90, je ne sais pas si parmi nous quelqu'un en a, mais c'est cité dans les livres, les Américains faisaient ça. La cryochirurgie avec l'excellent article dont Franck vous a parlé, qui a été écrit par Thierry Azoulay, et la technique chirurgicale qui m'a été très familière par le passé, qui est la kératectomie superficielle, qui consiste à réaliser l'ablation de l'épithélium et du stroma antérieur infiltrés par des cellules pigmentaires. Voilà le résultat en post-opératoire immédiat après une kératectomie superficielle où l'animal recouvre instantanément, vraiment instantanément, une fonction visuelle. Alors pour combien de temps? Ne me le demandez pas, vous poserez les questions tout à l'heure si vous le souhaitez. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que chez le berger allemand, il y a des facteurs environnementaux qui sont très importants, en particulier les ultraviolets. Il y avait, à l'époque où cette maladie a été étudiée, ça remonte à 25 ans environ, alors les premiers symptômes, c'était Uberreiter dans les années 1900, même avant, 1950, pardon. Uberreiter, mais il y a eu des études plus récentes concernant cette maladie, et on s'est aperçu que les chiens d'avalanche développaient de façon beaucoup plus importante des kératites superficielles chroniques que les animaux qui résidaient en plaine. Donc, il est évident qu'un facteur environnemental qui est l'exposition aux ultraviolets est très importante et qu'il faut, pour ces animaux, éviter l'exposition au soleil et éventuellement conseiller le port de verres anti-UV, faire porter des lunettes de soleil à un animal ou des lunettes à un animal, c'est pas ridicule
et je peux vous assurer qu'il s'en porte très bien. Deuxième facteur de prévention, on sait qu'il y a une composante allergique dans cette maladie, et le fait de laver régulièrement les yeux de façon à diminuer la charge antigénique, d'utiliser des antihistaminiques locaux peut permettre de diminuer la fréquence de la réapparition ou la gravité de la réapparition cyclique de cette maladie. Deuxième affection spécifique, qui est elle aussi de plus en plus rare. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne voyait plus de berger allemand. Teckel à poil long, c'est une race qui devient de plus en plus confidentielle. On en voyait beaucoup autrefois. Je pense que peut-être le caractère particulier de la race a fait qu'il a été abandonné. Le look de l'animal, bon, peut-être que ça plaît moins que le look de certains autres animaux maintenant, de certaines autres races canines. En tout cas, cette kératite, on en voit moins. Alors, je ne sais pas à quel facteur il faut l'attribuer. En tout cas, c'est une maladie qui se manifeste par des ulcères. On l'avait défini sous le nom de kératite ponctuée du teckel à poil long. Ce sont des ulcères multiples, superficiels, mais ces ulcères superficiels, comme tous les ulcères, à la faveur de surinfection, à la faveur de contamination, à la faveur d'activation des collagénases, peuvent se transformer en ulcères profonds. Voilà un exemple d'ulcère profond. Ce sont deux desmétocèles, un ulcère stromal profond sur un teckel à poil long. Et puis un autre exemple où on voit les séquelles de cette affection avec de nombreuses petites taches qui sont les cicatrices des différents petits ulcères que l'on avait pu voir. Alors comment va-t-on traiter cette kératite superficielle chronique, kératite disséminaire du teckel à poil long? Toujours pareil, traiter la douleur, éviter les complications. Pour éviter les complications, antibiotiques, anticollagénases, tout dépend. Franck a insisté tout à l'heure, l'utilisation des collagénases quand on est très superficiel. En tout cas, les antibiotiques, toujours. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes ou les immunomodulateurs. Dans certains cas, et comme le cas où il y avait les ulcères profonds, les deux ulcères qui atteignaient la membrane de Descemet ou l'ulcère qui atteignait le stromas moyen, dans ces cas-là, un traitement chirurgical est indispensable afin d'éviter la perforation du globe. Et selon la technicité du chirurgien, selon la gravité de l'affection, on peut avoir recours soit à la tarsographie. Je ne sais pas qui posait la question ce matin sur la tarsographie, et je disais que la tarsographie sur les pékinois, c'était pratiquement impossible à réaliser, enfin chez les brachycéphales. En revanche, chez un teckel à poil long, c'est du billard. Et puis sur des affections plus graves, des ulcères plus profonds, eh bien, on peut avoir recours aux greffes conjonctivales ou, pourquoi pas, au recouvrement conjonctival de 360 degrés, qui effectivement a un intérêt certain et le même que la greffe conjonctivale, mais un résultat cosmétique provisoire, bien entendu, qui n'est pas toujours du meilleur effet et du bon ressenti du propriétaire. Troisième kératite superficielle chronique, alors là je ne vais pas déflorer ce que vous racontera Éric Déhan tout à l'heure, c'est la kératite herpétique du chat qui est liée au virus herpès félin de type 1 et qui se manifeste sous un certain nombre de formes, peut se commencer très tôt puisqu'elle peut commencer dès la naissance avec l'ophtalmie néonatale, à savoir que le chaton, avant même d'avoir ouvert les yeux, est déjà atteint par la maladie. Les ulcères cornéens, vous verrez quelques photos d'ulcères tout à fait spécifiques, et puis les conséquences de cette affection herpétique avec soit des adhérences entre la conjonctive, les paupières et la cornée, ce qu'on appelle le seblépharon, soit l'obturation des voies lacrymales et l'atteinte de la glande lacrymale avec des kératoconjonctivites sèches, une kératite stromale qui s'appelle la kératite métaherpétique, et puis à un stade un peu plus tardif, le séquestre cornéen félin. Alors quelques diapositives pour illustrer tout ça. La clinique, le diagnostic, vous savez tous le faire, c'est un diagnostic clinique avant tout, parce que les lésions oculaires s'accompagnent de symptômes respiratoires. Et puis, on a
maintenant la possibilité, depuis une quinzaine d'années, d'avoir recours à un examen de laboratoire qui est particulièrement fiable, c'est la polymérane chain reaction. Alors, quelques exemples donc. L'ophtalmie néonatale, un chaton qui doit avoir à peine 2 semaines, qui n'a pas encore ouvert les yeux, et on a une espèce d'abcès derrière l'ouverture palpébrale. L'animal un peu plus vieux qui présente donc une affection conjonctivale. Il faut dire que l'affection, elle est cornéenne. On a parlé de kératite superficielle chronique, mais il n'y a pas qu'une kératite, il y a une kératoconjonctivite, donc un chémosis. Les ulcères, alors la photo n'est pas belle, mais je vous en montrerai une beaucoup plus belle que j'ai empruntée à Gilles Chaudieu tout à l'heure. Ces ulcères que l'on définit comme ulcères en carte de géographie, mais je vous en montre une beaucoup plus jolie après. L'atteinte du stroma avec l'envahissement par des complications bactériennes, inflammatoires, et c'est la sécrétion des collagénases, avec ici une desmétocèle. Et puis les lésions à long terme de cette kératite herpétique avec l'envahissement vasculaire, cellulaire, pigmentaire, que l'on appelle donc la kératite métaherpétique, avec un premier exemple ici, un second exemple ici, et puis la photo que je vous avais promise, que j'ai empruntée à Gilles, qui est vraiment une des plus belles que j'ai vues de kératite, d'ulcère dendritique ou en carte de géographie. Celle-là, je l'aime beaucoup et je le remercie de me l'avoir confiée, ainsi que d'autres lésions, comme le séquestre cornéen félin, avec encore quelques diapositives que j'ai empruntées à Gilles Chaudieu, avec une forme localisée, comme la précédente que je vous ai marquée, une forme dont on ne peut pas attribuer l'étiologie forcément au virus herpétique, parce que celle-ci, c'est peut-être plutôt un séquestre cornéen félin d'une race prédisposée comme le persan, et en tout cas une très jolie diapositive qui montre ce que c'est qu'un séquestre cornéen félin avec toute cette zone de cornée qui est totalement momifiée, desséchée. Et puis quand l'affection est cicatrisée, alors on a forcément des séquelles. Les séquelles sont vasculaires avec ces vaisseaux déshabités dont vous a parlé Franck tout à l'heure, et avec la persistance d'opacification cornéenne aux endroits où les fibroblastes ont provoqué la formation d'un collagène qui n'est pas transparent. Encore une autre avec une cornée un petit peu opacifiée, des vaisseaux sanguins fantômes et un édème cornéen. Et puis enfin, les adhérences conjonctivo-cornéennes ou conjonctivo-palpébro-cornéen, ce qu'on appelle le symblepharon, avec ici une conjonctive qui a envahi les 3/4 de la cornée, ou sur ce cas-là, une conjonctive qui a envahi la totalité de la cornée, et l'animal présente une cécité liée, comme tout à l'heure avec le berger allemand, par une opacification totale de la couche antérieure de la cornée. Alors, le traitement, vous le connaissez tous. Dans un premier temps, il s'agit d'utiliser des antiviraux. Je dis bien dans un premier temps, parce que dans un premier temps, on est en présence de l'infection virale. Dans un second temps, des complications peuvent survenir, complications comme dans tous les ulcères, donc l'utilisation des antibiotiques, des anticollagénases en fonction de la profondeur de la cornée. L'utilisation d'un complément alimentaire, la L-lysine, qui peut, par ses facteurs nutritionnels, bloquer la prolifération virale, et puis l'utilisation des immunomodulатeurs, des corticoïdes, et là j'ai oublié l'interféron, qui a aussi un rôle dans ce traitement de la kératite herpétique du chat. Quatrième maladie, la kératite proliférative, que l'on appelait autrefois kératite éosinophilique du chat. Alors ça aussi, c'est une maladie rare. Vous la rencontrez sur des animaux d'un âge moyen, où la cornée présente un aspect un petit peu bosselé. On définit les lésions sous la forme de taches de bougie. On a bien entendu des pertes de transparence cornéenne. On a parfois associé des ulcérations, et on a presque toujours associé une néovascularisation. Alors, quelques diapositives pour illustrer ça. Une forme tout à fait fruste de la maladie, avec
une affection conjonctivo-cornéenne, une forme beaucoup plus grave, avec cette fois-ci, on a l'impression que la bougie a coulé sur la cornée, avec cette forme donc proliférative, véritablement, avec la néovascularisation, les complications qui sont associées dès l'instant où il y a une irrégularité de la surface cornéenne, le lavage de la cornée se fait moins bien, et on a forcément des complications infectieuses qui surviennent. Et puis une forme cicatricielle où on a simplement une opacification de la cornée. Là, on était sur une affection conjonctivo-cornéenne limbique, et il reste simplement une petite tache au niveau du limbe sclérocornéen, sans conséquence. Alors, comment soigne-t-on cette maladie? Là encore, avec soit des corticoïdes, soit des immunomodulateurs. Et puis, on avait autrefois envisagé le traitement avec l'acétate de mégestrol qui donnait de très très bons résultats dans cette maladie, mais qui est abandonné depuis quelques années en raison de son effet diabétogène. Et puis, dernière kératite spécifique, qui est la kératoconjonctivite sèche. Là encore, tout à l'heure je vous disais qu'il y a des affections fréquentes, il y en a qui le sont moins. Là, c'est une affection qui est particulièrement fréquente. C'est une maladie qui est associée à une diminution, voire à une abolition totale de la sécrétion lacrymale. On a défini un certain nombre d'étiologies pour cette maladie, une étiologie dissimilitaire, et en particulier dans une race comme le West Highland White Terrier, une étiologie post-infectieuse. Je viens de vous parler de la kératoconjonctivite associée à l'herpès virus félin de type 1, mais on a aussi une étiologie post-infectieuse par l'atteinte de la glande lacrymale lors de maladies de Carré. Les maladies de Carré, là aussi, on n'en voit plus beaucoup. Une étiologie post-traumatique par lésion directe traumatique de la glande lacrymale principale, avec donc une disparition de la possibilité de sécrétion par cette glande, et puis l'effet iatrogène d'un certain nombre de substances utilisées à d'autres effets, en particulier les sulfamides, et surtout, à long terme, des antiépileptiques. Alors, les aspects de la kératoconjonctivite sèche, vous le connaissez tous, c'est un aspect d'œil sale, des races prédisposées, comme le cocker, des races prédisposées, comme le Yorkshire, des races prédisposées, comme le Schnauzer, etc., etc., vous en connaissez tous. Cet aspect d'œil sale avec des aspects de kératite, qui sont l'édème cornéen, la néovascularisation, la pigmentation, que l'on rencontre pratiquement de façon systématique lorsqu'il y a une évolution chronique d'une affection cornéenne. Dans les signes cliniques, un que l'on décrit, c'est plus de l'ophtalmologie, mais c'est pas très loin, c'est le mucus qui est sécrété par les cellules conjonctivales, qui va passer par les voies lacrymales, qui va venir coaguler, comme il avait coagulé au coin de l'œil, qui va venir coaguler au niveau de la narine. Encore d'autres aspects de kératite, de kératoconjonctivite sèche, des aspects souvent encore plus graves dans la mesure où il peut y avoir aussi une hypoesthésie de la cornée. On a parlé tout à l'heure de l'action que l'on pouvait avoir pour mesurer la sensibilité cornéenne. Mais quand la cornée devient moins sensible, le réflexe de clignement est moins important. Et l'animal qui a déjà des lésions particulièrement violentes, ces lésions vont encore s'aggraver du fait que le clignement ne va pas lubrifier la cornée. Le diagnostic, on n'y reviendra pas, le test de Schirmer, le diagnostic avec l'utilisation du rose bengale, le traitement, vous le connaissez tous, la cyclosporine, ça fait, je crois que tout le monde utilise l'Optimune. Il faut savoir que quand même l'Optimune ou le tacrolimus, ce sont des médicaments qui sont actifs lorsque l'on est en présence d'une kératoconjonctivite sèche d'origine dissimilitaire. Alors on dit qu'il y a un effet lacrymomyétique de la cyclosporine, dans certains cas, mais on peut très bien se contenter de succéder des larmes dans ces cas qui ne sont pas d'origine dissimilitaire. L'utilisation des antibiotiques, parce qu'il y a toujours une surinfection bactérienne, l'utilisation des corticoïdes, parce qu'il y a souvent des complications inflammatoires, et puis dans le pire des cas, celui qui ne réagit pas au traitement, la transplantation du canal de Sténon. C'est que le canal de Sténon, c'est un canal de la glande parotide qui débouche à l'intérieur de la cavité buccale en regard de la dent carnassière. Il est vraiment pas loin du cul-de-sac conjonctival inférieur. Il est tout à fait facile de le disséquer et de le transposer sa papille dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Voilà. Alors, ce que je voulais que vous reteniez de cette intervention, c'est que
il y a beaucoup de kératites, il y a beaucoup de formes, il y a des étiologies variées, mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut toujours faire. Les choses qu'il faut toujours faire, c'est assurer un nettoyage convenable de l'œil. Le nettoyage, je n'insisterai jamais assez, le nettoyage de l'œil, c'est fondamental. Ça va débarrasser l'œil des différents produits contaminants, que ces produits soient physiquement contaminants, que ces produits soient infectieux, que ces produits soient allergisants. Le lavage de l'œil avec une solution de sérum physiologique toute simple ou une solution antiseptique, c'est fondamental pour contrôler, éviter que la majoration de ces affections ne souffre des facteurs aggravants. Ensuite, j'ai insisté ce matin, un médicament qui est merveilleux, qu'on n'utilise vraiment pas assez, c'est l'atropine en collyre, 0,5%, 1%, qui est vraiment la morphine de l'œil. Un animal qui souffre, il mérite qu'on le soulage. On est là pour ça, c'est notre vocation. On a fait des études pour soigner les animaux. Ben, soigner les animaux, c'est qu'ils ne souffrent pas. Et pour qu'ils ne souffrent pas, ce n'est pas des anti-inflammatoires, ce n'est pas des corticoïdes, c'est avant tout, pour l'œil, l'atropine. Si vous retenez que deux choses, en dehors de tout ce que j'ai pu vous raconter, c'est les yeux, ça se lave, surtout quand ils n'ont pas les moyens de se laver eux-mêmes. Les yeux, ça se soigne quand ils n'ont pas les moyens de guérir par eux-mêmes, avec un produit pour les soulager. Et puis, on utilise bien souvent les antibiotiques, un peu moins souvent les corticoïdes, pas trop souvent les corticoïdes, il faut les utiliser à bon escient. Et de grâce, n'utilisez pas à larga manu les immunomodulateurs, même si ça fait du chiffre d'affaires. Je vous remercie. Bien, merci Henri. Il y a peut-être des questions. Donc, on a le temps pour 2 ou 3 questions. Oui, alors vous avez insisté sur le caractère primordial, fondamental du test de Schirmer. Le principe est simple, mais bien réalisé n'est pas toujours facile. Alors, est-ce que vous avez des préférences en termes de dispositifs et même, pourquoi pas, de marque pour que ça soit bien réalisé, premier aspect. Et deuxièmement, est-ce que si, dans ce cas-là, par exemple, on utilise un anesthésique local, ça interfère? Alors, je ne vais pas faire de publicité ici, je vais vous dire celui que j'utilise moi, qui est le test de Schirmer de chez TVM. Il ne coûte pas cher, et ça fait des années, quand on le maîtrise bien et qu'on peut bien l'interpréter. Il y en a qui sont plus sophistiqués, il y en a qui ont des colorants, etc. Bon, ça n'a pas un grand intérêt. En revanche, le test avec une anesthésie locale, c'est plus le test de Schirmer. C'est le test de Jones, ou le test de Schirmer modifié, et les valeurs sont fondamentalement différentes, parce que le test de Schirmer, il va permettre de mesurer la sécrétion basale et en même temps la sécrétion réflexe qui est liée à la présence dans le cul-de-sac conjonctival d'une sorte de corps étranger. Le test de Jones est bien inférieur puisqu'on n'aura plus que la sécrétion basale. Parce que vous en avez parlé vraiment dans votre conclusion, est-ce qu'il y a quelles sont les contre-indications absolues de l'utilisation de l'atropine? Alors, je ne sais pas si vous étiez là ce matin, il n'y a qu'une contre-indication absolue de l'utilisation de l'atropine, c'est le glaucome aigu par fermeture de l'angle iridocornéen. C'est la seule contre-indication. Et je peux vous dire que ça ne court pas les rues, et ça se reconnaît bien quand même. À savoir qu'il y a des signes cliniques. Dès l'instant où il y a une hypertension oculaire, il y a une mydriase. Comme vous savez que l'atropine, ça va provoquer une mydriase, il faut être un peu fou pour ajouter un collyre qui provoque une mydriase à une affection qui provoque déjà la mydriase. Alors, on dit l'atropine, c'est contre-indiqué en cas de glaucome. Et je crois que ce que vous lisez, c'est la retranscription de ce qui a été écrit dans les conditionnements des collyres à l'atropine pour les humains. Parce que là, chez l'animal, l'importance du glaucome est fondamentalement différente de celle qui existe chez l'homme. Chez l'homme, on considère qu'un glaucome, ça commence à partir de 25 de tension oculaire. Chez nous, quand on est à 30-35, on commence à s'en préoccuper. Mais chez l'homme, c'est fondamentalement différent. Il faut savoir que c'est une maladie très invalidante, le glaucome, parce que c'est une maladie qui ne fait pas mal.
C'est une maladie qui provoque petit à petit des lésions du nerf optique. C'est une maladie qui provoque une diminution du champ visuel. Et c'est une maladie insidieuse parce que la seule façon de faire le diagnostic, c'est l'examen par l'ophtalmologiste de la prise de la tension oculaire et c'est la mesure du champ visuel. Ça, la tension oculaire, on sait le faire. La mesure du champ visuel, on ne le fera jamais. On ne pourra jamais le faire chez nos animaux. Une question sur les interférons. Vous avez du recul au niveau de l'interféron humain par rapport à l'interféron Virbac? Parce qu'au niveau financier, des fois, on est obligé d'utiliser l'humain. Je ne sais pas où elle est. Ah, bon. On me dit que si vous restez encore un petit peu, Eric Léon va vous en parler. Mais bon, à titre personnel, j'utilise toujours de l'interféron oméga de chez Virbac, pour ne pas citer la marque, il n'y a que qui en font, ne serait-ce que par la facilité d'approvisionnement, dans n'importe quelle centrale. Ce qui n'est pas le cas de l'interféron alpha, qu'il faut se procurer par l'intermédiaire de pharmaciens qui ne sont pas toujours très disponibles. Une question, Gilles, c'est pas une question, c'est un commentaire. Oh putain, quelle chance. Combien de cas traites-tu avec la corticothérapie de voie générale dans la cardiaque superficielle universellement? Tous, et vraiment, ça c'est tout à fait empirique, j'ai remarqué que l'effet de la corticothérapie générale était supérieur à la corticothérapie locale, voire loco-régionale. Alors au sud de la Loire, on n'en traite aucun, moi j'en traite aucun. Bah, essaye. Je vois pas pourquoi j'essaierais, parce que... Ça va bien comme ça. Exactement, et j'évite les corticoïdes par voie générale. Et une remarque sur la thérapie verticillée, qui est un truc de vieux, donc je peux me permettre d'en parler. Et on voit surtout chez les vieux caniches, les vieux lévriers, et j'avais fait des prélèvements mandorés de façon assez systématique. Et ce qui est étonnant, et tout à fait différent de la thérapie du vergelement, c'est qu'on n'a aucun vaisseau, il n'y a pas de vascularisation, et on a des granules de mélanine dans les cellules basales de l'épithélium. Et c'est tout ce que l'on trouve. Il n'y a pas de mélanocytes, c'est que des granules de mélanine. Et on peut faire ce qu'on veut, au point de vue traitement, on n'arrive jamais à arrêter la progression. Peut-être que Thierry pourrait essayer sur ce genre d'affection. Faire de la cryo, j'ai pas d'expérience. Grâce à son article, j'ai commencé à faire quelques cryos sur les infiltrations mélaniques de la cornée. Pour l'instant, je ne suis pas très satisfait des résultats, mais je persiste. En tout cas, c'est pas difficile, c'est pas dangereux. Je voudrais faire une remarque. Je vais d'abord m'excuser de prendre la parole alors que depuis 15 ans, je n'ai plus de contact avec la clinique. Et je voudrais faire une petite remarque de base et ensuite faire une question. La remarque de base, c'est qu'on a beaucoup parlé de néo-vaisseau. Un néo-vaisseau, ce n'est pas un vaisseau. C'est une notion qui n'est pas très connue. Ce n'est pas un vaisseau, c'est un chenal à travers des fibres de cornée et d'émacier qui se sont séparés. Donc, on appelle ça des néo-vaisseaux, ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des chenaux qui contiennent du sang, un point et c'est tout. Et à ce sujet, lorsqu'on a des très gros vaisseaux, des très gros néo-vaisseaux superficiels, il m'est arrivé de faire des péritomies, c'est-à-dire de cautériser soit au thermocauteur très, très peu chaud, soit au bistouri électrique à très faible intensité, à 2-3 mm du limbe, 2 points, et souvent ça finit par avoir un résultat convenable. Je n'ai pas une très grande expérience de la chose, de toute façon ça fait 15 ans que je ne l'ai pas fait. Je voulais savoir où on en était de ce côté-là. Est-ce qu'on fait encore des péritomies? Alors, moi je fais encore des péritomies sur des vaisseaux importants avec l'électrode à diathermie que l'on peut brancher sur le bistouri électrique. L'électrode à diathermie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une électrode circulaire qui présente le pôle positif à l'intérieur, le pôle négatif à l'extérieur. Donc ça fait un petit arc électrique complètement circulaire. Donc c'est assez facile d'utilisation et c'est particulièrement bien adapté à la taille des vaisseaux sanguins. Pas des vaisseaux sanguins, des trajets dans lesquels circule du sang. Je voulais juste faire une petite remarque. Alors, une dernière question, je vais faire en Gilles, mais une dernière question. Pour ceux qui sont intéressés pour la cryo, simplement sur les pigmentations cornéennes. D'abord, la cryothérapie, ça a un intérêt sur la pigmentation une fois qu'elle s'est installée. Ça a un intérêt lorsque cette pigmentation est invalidante.
ça ne va pas du tout empêcher la pigmentation de réapparaître. Donc il faut toujours l'associer à un traitement étiologique. Mais par contre, ça marche très très bien. Alors ça marche un petit peu moins bien dans les kératites superficielles chroniques, parce qu'il y a souvent une reprise de l'inflammation assez violente. Ceci étant, on restaure de la transparence cornéenne et une vision ambulatoire chez des patients qui se cognaient avant. Donc on a quand même des résultats sur les pigmentations dans les kératites superficielles chroniques, les kératites d'exposition et dans une moindre mesure dans les kératites superficielles chroniques. Et c'est une bonne alternative au traitement chirurgical qui ne peut pas se faire de manière répétée, alors que la cryothérapie va pouvoir être réalisée régulièrement. Et ce qu'il faut penser à faire, c'est simplement associer un traitement anti-inflammatoire très très précocement après la cure de cryo. Voilà. C'est juste ça. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous renvoie à Hervé. Merci Hervé. Et je vous invite tout à l'heure à 17h, vous avez une autre session sur la cornéenne en ophtalmologie en salle Darwin, je crois. Regardez sur le forum.